Et sans tarder, je vais appeler donc Marlène Tréquin et Guillaume Huttot. Marlène, vous êtes chef de projet pour la forêt conservatrice de la réserve naturelle régionale du Val-Suzon, qui est labellisée forêt d'exception. Et Guillaume, vous êtes étudiant dans le master changement climatique, adaptation et territoire à l'université Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je vous laisse donc pour 15 minutes et on se retrouve à l'issue. L'idée de la présentation, c'est de vous faire un retour d'expérience sur une collaboration qu'on a en cours depuis 2022 avec le Centre de recherche en climatologie de l'Université de Bourgogne, donc, que Guillaume représente aujourd'hui. Donc on va aller vite. Donc déjà, en fait, vous donner... Alors moi, je suis juste là pour vous donner quelques éléments sur la réserve naturelle régionale du Val-Suzon. La vallée du Suzon, elle se trouve au nord-ouest de Dijon, à une dizaine de kilomètres de Dijon. Donc cette situation n'est vraiment pas anodine pour cette vallée. Il y a une longue histoire entre l'être humain et le Val-Suzon. On retrouve des traces d'occupation humaine depuis le néolithique et puis tout au fil des siècles. Et on va dire quand même que c'est déjà au départ une vallée, et pour des siècles, une vallée qui a servi de lieu de protection et d'endroit où on trouvait de la ressource. Et puis finalement, au 19e siècle et puis au 20e siècle, cette vocation a beaucoup évolué, même si l'eau, il faut vraiment le souligner, reste une ressource importante pour cette vallée et notamment très importante pour Dijon Métropole. Voilà. Et donc quand je dis 20e siècle, la reconnaissance de la qualité paysagère du site et puis de son côté très récréatif, c'était donc en 1989 la création d'un site classé, donc que vous voyez ici en rose sur la carte, donc qui représente 6900 hectares de cette vallée. Donc on a une vallée qui est forestière, 87% de surface de forêt. Voilà. Et puis, on est arrivé petit à petit à la reconnaissance des qualités du patrimoine naturel. Alors, même s'il est connu quand même pareil, depuis début du XXe siècle, les naturalistes y ont trouvé un terrain de jeu privilégié, en lien aussi à la proximité avec Dijon. Et puis, en 2004, on a eu déjà la création d'un site Natura 2000, que vous voyez ici en orange sur la carte de la vallée. Et enfin, en 2011, la création de la réserve naturelle régionale. Donc, l'autorité de classement d'une réserve naturelle régionale, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a confié la gestion à l'Office national des forêts, puisqu'on est... Donc, vous voyez ici la réserve naturelle régionale en vert, et on a donc 3000 hectares de réserve naturelle régionale entre le village de Val-Suzon, Messigny et Ventoux, avec 5 forêts publiques dedans, donc 6 forêts, pardon, donc 5 forêts communales, et une grosse forêt domaniale qui occupe 70% du site. Et enfin, en 2016, la labellisation forêt d'exception. À l'heure actuelle, on est dans notre deuxième période de gestion. On a un plan de gestion qui est valable sur la période 2020-2029. En 2022, on a renouvelé le label forêt d'exception. On l'a étendu aux forêts communales du site. Et puis là, tout dernièrement, on a eu la reconnaissance à l'international avec l'inscription sur la liste verte de l'UICN. Alors pourquoi tout ça sur cette vallée ? Là, vous avez ici un bloc diagramme qui représente un peu le principe d'implantation des milieux naturels dans le Val-Suzon et les enjeux du patrimoine naturel. Pour un gestionnaire, en fait, notre mission principale, c'est la conservation des milieux. Et donc là, vous allez, dans la gestion, on va avoir une attention particulière sur les milieux que vous voyez, qui sont en fait, quand on part du plateau et qu'on descend dans la vallée, on va déjà avoir donc, sur les bordures des plateaux donc, des pelouses sèches avec leurs milieux associés, des ourlets, des fruticées, des chênaies pubescentes. Et c'est là qu'on retrouve plus d'un tiers des espèces à enjeu de la réserve naturelle. Ensuite, on va retrouver les forêts de versants et de combles. Alors là, un tiers de hêtres, avec, selon les expositions du site, des hêtraies qui vont de la hêtraie sèche jusqu'à la hêtraie froide. Et puis ensuite, donc, des milieux rocheux, donc, qui vont aussi, selon les expositions, avoir des intérêts assez différents. Donc des milieux rocheux qu'on va retrouver sous forme de falaises, d'éboulis. Et puis, de façon plus ponctuelle, puisqu'on est sur le calcaire et que l'eau s'infiltre vite,
des milieux humides, donc sous forme de sources et de marais humides tufeux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les valeurs culturelles du site ne sont pas en reste. C'est quand même aussi une spécificité de cette réserve naturelle, avec un enjeu fort sur le paysage et sur le patrimoine culturel. Donc vous avez ici le Châtelet des Taules qui est en photo, donc un rempart qui date du néolithique. Et enfin, une volonté de faire de cette forêt une forêt laboratoire et d'en partager la gestion avec le territoire. Une réserve naturelle n'est pas un territoire sous cloche, donc il y a vraiment une volonté de l'intégrer dans le territoire et d'avoir une gouvernance partagée sur ce site, ce que le label Forêt d'exception souligne également. Alors le changement climatique, voilà. Donc là, la mission d'un gestionnaire de réserve naturelle, c'est la conservation des milieux. Et ce que fait le gestionnaire pour ça, notamment, il identifie ses responsabilités, mais il va aussi chercher en fait dans quelle mesure, qu'est-ce qui va avoir un effet, une influence en fait sur l'état de ces milieux. Et ce qui se dégage maintenant, c'est pas une surprise, mais forcément, c'est le changement climatique qui devient le facteur d'influence prédominant sur nos milieux naturels. Et voilà, donc on a fait en 2023 un travail sur le changement climatique, un diagnostic, et dont notamment qui comportait une élaboration d'un récit climatique pour le site. Et voilà, on se dirige vers un climat plutôt méditerranéen, avec une augmentation des épisodes climatiques extrêmes, donc des sécheresses, des incendies. En 2022, on a eu un départ d'incendie dans le site. Et puis tout ce que ça va comporter, quoi. Donc normalement, vous voyez, température annuelle à l'horizon 2071-2100, dans le pire des cas, mais on y va tout droit, plus 4 degrés, voilà. Bon, pas très réjouissant, même si on n'est pas en Arctique. Voilà, dans la démarche qu'on a eue aussi sur le changement climatique, c'était d'identifier en fait sur nos enjeux, nos responsabilités en tant que gestionnaire, qu'est-ce qui était vulnérable ou qu'est-ce qui pouvait, les choses sur lesquelles le changement climatique pouvait éventuellement constituer une opportunité. Évidemment, ici, donc, vous avez une représentation en haut, tous les composants du patrimoine naturel qui sont plutôt vulnérables face au changement climatique, avec de gauche à droite une vulnérabilité plutôt faible et une vulnérabilité très forte sur la droite. Et puis en bas, vous avez les milieux qui pourraient éventuellement être plus adaptés. Ce n'est pas une surprise, la majorité des milieux sont vulnérables, évidemment. Et alors, ce qu'on constate maintenant, alors les milieux humides, évidemment, forcément, avec le manque d'eau, c'est les plus vulnérables. Et ce qu'on voit maintenant, et finalement relativement récemment, on va dire que c'est depuis 3-4 ans qu'on voit beaucoup ça, c'est le dépérissement des hêtraies qui s'est beaucoup accentué, avec beaucoup de mortalité dans les arbres, dans les gros arbres déjà, et ce qui n'est pas sans poser aussi des soucis par rapport à la fréquentation. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait, nous, gestionnaires, face à ça? C'est une vaste question. Okay. Ouais. On a commencé déjà il y a un gros travail de suivi à mettre en œuvre, et notamment déjà sur le climat. Ce qui fait la particularité de cette vallée du Suzon, alors je ne l'ai pas trop expliqué, parce que faute de temps, mais c'est aussi ce qui a créé cette mosaïque de milieux naturels, c'est les microclimats du site. Et donc on a travaillé, on a commencé en 2022 à mettre en place un observatoire météorologique sur le Val-Suzon. Et puis en 2023, on a poursuivi les travaux plus sur les microclimats, notamment dans les combes qui sont particuliers. Voilà. Donc l'objectif, en fait, à terme, c'est de développer un réseau de mesures sur les microclimats dans les combes, et pour identifier les caractéristiques de ces microclimats et de voir comment ils vont être impactés par le changement climatique. Et je vais laisser la parole à Guillaume. J'espère que vous m'entendez bien. Donc,
Pour répondre à ces objectifs de notre projet pédagogique, nous avons mobilisé différentes stations de mesure de température réparties sur l'ensemble de notre zone d'étude, donc ici au sein du Val-Suzon, avec les stations RNRFE et des stations issues du réseau Mustard Dijon, donc implantées depuis déjà pas mal d'années sur notre zone d'étude, ainsi qu'une station Météo France située à Longwy, ici. Donc ces stations nous ont permis déjà dans un premier temps de caractériser le climat du Val-Suzon par rapport à son environnement dijonnais, notamment les plaines avec la station de Dijon-Longwy. Pour descendre à une échelle un petit peu plus fine, pour caractériser les microclimats du Val-Suzon, on a donc mis en place tout un réseau de mesures provisoires équipé de 41 capteurs sur la période mi-septembre, fin octobre, avec un protocole d'installation homogène pour toutes les stations. Donc sous couvert arboré, à 1,20 m du sol, exposition plein nord, et en évitant les arbres dépérissants à proximité. Donc, toutes ces stations ont été installées sous forme de transects au sein de 4 combes, la combe au Fou, la combe à la mairie, la combe Jouvence et la combe Ragot. Donc ici, vous pouvez voir une illustration d'à quoi ressemblent nos installations en milieu forestier. Concernant les premières analyses, donc, déjà on a pu montrer que le Val-Suzon constitue un espace de fraîcheur où en comparant donc, les stations implantées directement au sein, sur les plateaux et en fond de vallée, on a un écart allant jusqu'à 3 degrés Celsius au mois de juillet, donc entre la station de Longwy et la station Sainte-Foy. On remarque également que sur toute l'année, les plaines dijonnaises restent quand même globalement plus chaudes que le Val-Suzon. Pour descendre à une échelle un petit peu plus fine, donc ici on a mobilisé le réseau de mesures provisoires et donc on a pu déjà identifier que les combes présentent des variations thermiques assez fortes, donc en identifiant déjà 2 combes plutôt chaudes, la combe Jouvence et la combe Ragot, et 2 combes plutôt froides, la combe au Fou et la combe à la mairie, avec un écart de température moyen d'environ 1 degré entre ces 2 catégories, notamment par temps clair ici, où on a un écart allant jusqu'à 2 degrés. Concernant les jours de pluie, cette variabilité est un peu amoindrie, même si elle reste tout de même présente. En cas de météo perturbée, donc, on retrouve des variations qui sont principalement portées par l'altitude, avec la mise en place d'un gradient adiabatique, donc d'une différence de température d'environ 0,5 degrés Celsius tous les 100 mètres de dénivelé. Par contre, par temps clair, on retrouve dans le cas de la combe Mairie, donc qui ne présente pas de versant sud ou nord, des températures plutôt homogènes. Mais dans le cas des autres combes, comme par exemple la combe Ragot, on a donc véritablement une distinction entre chaque versant, avec une différence de température allant jusqu'à plus 3 degrés, entre le versant Adré, donc exposé au sud, et le versant Ubac, exposé au nord. Donc toutes ces séries de tests, etc., nous ont permis un petit peu de voir comment le relief influence la température et nous a permis de simuler les températures au sein de la combe Ragot, donc ici à 9 h du matin, le 17 septembre 2023. Donc on remarque que les températures maximales se situent sur les plateaux et sur les pentes, où on a un fort taux d'ensoleillement, notamment sur le versant exposé est, donc avec le lever du soleil, et les températures minimales en fond de combe, avec des milieux particulièrement abrités par la topographie. Concernant ce cas spécifique, on a un bel exemple d'inversion thermique nocturne avec une accumulation de l'air froid dans les fonds de combe. Bref, même si on enfonce un petit peu des portes ouvertes, qu'on ne révolutionne pas la science, tous ces tests nous ont permis de montrer que notre réseau de mesures provisoires permet effectivement de caractériser les microclimats du Val-Suzon. Toutefois, il y a quand même un peu d'effort à retravailler pour aller plus loin, pour pérenniser ce réseau de mesures, notamment sur l'utilisation des sondes. Actuellement, on a donc des capteurs obopendants qui seront utilisés cette année par les nouveaux étudiants de M2. Et on a préconisé également de revoir un petit peu la structure en étendant les transects et en équipant seulement 1 ou 2 combes avec des enjeux écologiques spécifiques.
Donc on a pu voir qu'il y avait une véritable différence entre les milieux ouverts et les combes, des différences aussi entre les combes, mais également à une échelle un peu plus fine, avec des différences au sein même d'une combe. Donc, ce qui montre bien l'intérêt d'équiper fortement une ou deux combes en fonction des enjeux, sachant qu'on a plusieurs catégories de combes avec mairie unique et les autres un petit peu à part. Donc, pour terminer rapidement, le partenariat avec des scientifiques et des gestionnaires est assez indispensable et profite notamment d'une connaissance du matériel, d'une expérience de gestion du parc matériel, donc des stations de mesure, des capacités d'analyse et un petit peu d'un côté force de frappe avec des étudiants qui permettent de déployer une quantité de travail assez importante. Cependant, on reste exposé à un dilemme, soit on suit une démarche modeste, c'est-à-dire équiper une ou deux combes, prendre des exemples, soit vouloir être parfait et tout équiper, mais là on tombe un petit peu dans le côté irréaliste, ce qui est complètement impossible. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous deux et merci pour avoir tenu ce temps aussi court. J'ai juste une question à vous poser. Depuis, on va dire, une quinzaine d'années, des naturalistes spécialisés sur les forêts plaident pour une renaturation intégrale des forêts, à savoir sans intervention humaine. Qui serait plus résiliente à la fois par rapport au changement climatique et par rapport à l'érosion de la biodiversité. Et ma question est toute simple, c'est je veux bien avoir votre retour par rapport à ces idées-là et à cette approche-là et savoir s'il y a une expérimentation qui est conduite dans une partie au moins de votre forêt d'exception au Val-Suzon. Alors, en ce qui concerne la réserve naturelle régionale, c'est plus qu'une expérimentation, puisque l'enjeu sur les forêts de versants et de combes, donc composées en un tiers principalement de hêtraies, est en libre évolution. Voilà, donc ça représente à peu près 1000 hectares. Voilà. Alors après, le positionnement... Depuis quand ? Alors, ça s'est mis en place au fil des décennies, en fait, parce que si vous voulez, c'est sûr que dans les enjeux sur les ressources dans le Val-Suzon, finalement, les ressources sur le bois, depuis, on va dire, quelques décennies, les enjeux se sont beaucoup atténués, notamment liés à la tempête de 99, la perte de valeur du hêtre, les difficultés d'accessibilité, les enjeux sur le paysage, enfin, etc., la biodiversité, la fréquentation. Et puis, donc, petit à petit, finalement, la pression sur la ressource bois, elle s'est vraiment atténuée. Et depuis donc, le plan de gestion actuel, c'est-à-dire 2020, on a acté le fait qu'on mettait en libre évolution plus de 1000 hectares du site. Voilà. Alors après, juste si je peux compléter la réponse... c'est un vaste sujet. Concrètement, ça pose plein de problématiques, notamment en raison du dépérissement, puisque dans une forêt libre évolution, on n'est pas censé intervenir sur des arbres morts, sur des branches qui penchent, qui peuvent être dangereuses, le long des routes. Donc il y a un vrai enjeu de sécurité qui n'est pas simple à gérer. Il y a un enjeu aussi sur le paysage. Voilà. Après, sur l'aspect biodiversité, j'ai juste envie de dire très simplement que la nature n'a pas besoin de nous, et encore moins la forêt. Personnellement, à mon avis, la libre évolution, effectivement, la nature a une capacité de résilience sans doute, même si les choses vont beaucoup trop vite. Mais après, pour le forestier, on sait très bien qu'on a toujours besoin du bois. Voilà, donc il y a d'autres fonctions à la forêt que la préservation de la biodiversité qui ne sont pas inutiles pour l'être humain. Merci Marlène pour votre réponse tout en nuances. J'ai juste, du coup, une dernière question, c'est savoir si il y a un minimum en fait d'études, j'allais dire un peu d'impact de ce laisser-faire forestier, ou pas du tout. Alors, dans le cadre d'une gestion d'une réserve naturelle, une grosse partie de nos travaux concerne des suivis, en fait. Puisqu'en fait, quand je vous ai listé tous les enjeux qu'on a,
chaque enjeu doit être évalué. Excusez-moi Marlène, j'ai du mal à m'exprimer. C'est par rapport justement à ces parties de forêt que vous laissez sans activer. Est-ce que ça, il y a un suivi? Oui, il y a des suivis, voilà, bien sûr. On voit des évolutions, en fait. Oui, voilà, oui. c'est ça ma question. Alors après, les évolutions, elles vont être longues. Et en plus, le fait est que le changement climatique, il vient un petit peu nous perturber tout ça, quoi. Donc oui, il y a des suivis. Il y a des mycologues dans la salle, hein, donc voilà. Il y a des suivis, il y a des inventaires sur les champignons, il y a des inventaires sur les insectes. On caractérise aussi la quantité de bois mort dans le site. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ouais. Merci beaucoup. On a légèrement de retard, mais ça va aller. Je n'ai pas d'inquiétude. Du coup, on a une pause. On a une pause qui va être peut-être légèrement raccourcie, mais juste avant, il y a une petite annonce concernant...